Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Ils sont en train de vivre une expérience inoubliable en Europe, ou alors ils l'ont vécu il y a quelques années. Aujourd'hui, dans le grand JT, on vous parle de ces étudiants qui ont décidé de tenter l'aventure Erasmus. Ce sera dans un instant. Et si des jeux de construction permettaient à nos enfants de mieux aborder les matières scientifiques à l'école, c'est tout l'enjeu des kits éducatifs proposés par Kouti Kouti. Sa cofondatrice sera en plateau pour nous en parler. Enfin, ce sera l'heure de retrouver l'invité de Malika Ménard dans Souvenir des colliers. Cette semaine, c'est l'ex-Miss France Clémence Bottineau qui a répondu à ces questions. Mais tout de suite, on retrouve l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Alors Mika, on commence, le stress monte chez les élèves de terminale. Dans une dizaine de jours auront lieu les épreuves du grand oral. Le fameux temps redouté par les élèves. Alors pour se préparer, le ministère de l'Éducation nationale vient de publier une vidéo de témoignage avec des retours d'expérience et des conseils d'élèves. Une vidéo à retrouver sur le compte Twitter du ministère. Je vous propose d'en regarder un extrait. Le grand oral, c'est pas spécialement une épreuve qui me fait peur, mais j'appréhende un petit peu parce que c'est quand même une épreuve assez nouvelle pour nous. Pour s'entraîner au grand oral, moi je suggère de s'entraîner devant sa famille, de dénoncer notre grand oral devant des proches ou bien des profs. Le fait d'avoir différents retours de plusieurs personnes différentes, donc par exemple soit mes professeurs ou des membres de ma famille, je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, nous on a un point de vue très intérieur, même en se filmant, et le point de vue extérieur, il sera peut-être déjà plus rassurant. J'essaye de m'entraîner avec des amis ou la famille à pouvoir mieux m'exprimer à l'oral. J'essaye aussi d'avoir des petites techniques aussi de respiration parce que c'est important de bien savoir respirer, de ne pas avoir l'air stressé, de ne pas perdre ses moyens. Les dates, Mickaël, du grand oral ? À partir du 20 juin. Parfait. Un sujet passionnant pour les élèves, celui de la biodiversité et des fonds marins. Chaque année, depuis 15 ans, la Fondation Maude Fontenoy récompense les élèves des collèges et lycées qui travaillent sur ce sujet. La remise de prix avait lieu ce mardi. 300 collégiens et lycéens s'étaient réunis pour l'occasion à l'Aquarium de Paris. Comme Brieux et Anna, ils sont lycéens à Rennes et ont travaillé pendant des mois sur la préservation des océans. Leur vidéo a été récompensée. Elle s'intitule « Tout est bon dans le poisson ». On regarde. On se dit que le poisson, c'est finalement la nourriture qu'on trouve à la poissonnerie, mais en fait pas du tout. Il y a énormément d'outils. La peau qui peut être utilisée en chirurgie pour soigner les grands brûlés. Quelque chose qui m'a vraiment émerveillée, c'est au niveau des écailles. En fait, elles ont des propriétés qui permettent de créer de l'électricité, qui pourrait alimenter 4 écailles, pourraient faire 14 volts, etc. Donc c'est assez impressionnant. Sans transition, Mickaël, si on lisait à voix haute. Chiche, finale de la 3e saison de ce concours de lecture organisé par la Grande Librairie de France 5. La semaine dernière avait lieu la finale des collégiens. Ce soir, c'est celle des lycéens. Rendez-vous donc ce soir, finale du concours Si on lisait à voix haute, 21h sur France 5. C'est présenté par François Bunel. Et oui, on le salue. On termine sur France Télévisions avec un documentaire poignant sur les jeunes et le cannabis. Un documentaire qui nous emmène à la rencontre d'addictologues et de 4 jeunes qui racontent à visage découvert et de façon très lucide pourquoi et comment, dès l'adolescence, la dépendance est installée dans leur vie. Certains évoquent aussi l'hypocrisie des autorités face à ce qui est devenu un véritable problème de santé publique. On regarde un extrait de la bande-annonce. De plus en plus puissant, de plus en plus toxique, de plus en plus dangereux. Psychose et cannabis, c'est un peu comme si on jouait à la roulette russe. Le cannabis, c'est un produit illicite qui séduit les jeunes et les adolescents français sont les premiers consommateurs d'Europe. Il n'y a aucune difficulté à se procurer la fumée. Souvent, on vient plutôt te demander si tu veux acheter. Très vite, pour pouvoir me procurer du produit, je me mets à dealer du cannabis. Pourquoi ce record ? Comment prévenir la dépendance ? C'est un véritable problème de santé publique pour nos jeunes. Plongé dans la spirale infernale de cette addiction encore mal connue, Jeunesse en fumée, c'est ce soir dans Infrarouge sur France 2. Voilà, documentaire qu'on vous recommande, présenté par Marie Drucker, émission Infrarouge. Merci Mickaël. Merci Virginie. Alors une expérience unique, incroyable, inoubliable. Voilà ce que disent les étudiants qui reviennent d'Erasmus en général. On en parle tout de suite sur notre plateau. Et justement, pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Nisrine Alou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez aujourd'hui dans le recrutement et vous, votre Erasmus date d'il y a 10 ans, c'est ça ? 11 ans. 11 ans maintenant. Ouais, mais on dit 10, c'est large comme ça. C'est dépasser les 10, on ne dit plus maintenant. Et vous étiez parti, donc, c'est ça, en 2011 à Londres ? Tout à fait.
Bon, et vous allez nous raconter pourquoi Londres. Exactement. Choix précis. Vous êtes parti 1 an. Exactement. Avec nous également Hugo Jacquard. Hugo, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes en ce moment même en Finlande, à Oslo. Et grâce justement à ce programme Erasmus, vous êtes étudiant en charpente. Exactement. Merci d'être avec nous. Sébastien Thierry, bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'agence Erasmus Plus France. Merci d'être là. Vous m'entendez bien ? Je vous entends bien, bonjour. Bonjour. Alors, on est très content de pouvoir discuter justement de ce programme Erasmus, un programme qui est connu de tous, mais qui peut-être encore, pour certains, et peut-être les plus jeunes, reste un peu vaste, un peu vague. Et donc, justement, j'aimerais pouvoir parler de vous sur cette expérience qui est absolument unique, incroyable, inoubliable, ce sont les mots qui reviennent systématiquement. On va commencer par vous, Hugo Jacquard. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, comment vous êtes arrivé à Oslo, en Finlande ? Eh bien, j'ai commencé mes études de charpente au BTS en bac pro à Dax, et ensuite j'ai fait un BTS en charpente, toujours à Dax, et ensuite je me suis proposé à faire un Erasmus à Bordeaux avec l'école Gustave Eiffel. Et les pays scandinaves m'ont tout de suite plu parce que c'est en rapport un peu avec mon milieu professionnel. Et oui, c'est une expérience extraordinaire, quoi. Milieu professionnel, parce qu'effectivement, ils sont très touchés justement par tout l'environnement écologique, par cette notion-là qui elle-même vous est chère. Partir pour Oslo, c'était aussi un projet ou vous aviez d'autres idées au départ ? Non, franchement, c'était clair et net dans ma tête, c'était Oslo. Oslo ou la Suède, mais c'était les pays scandinaves, justement, par leur histoire écologique et les pays et les métiers, justement, dans le bâtiment, surtout charpentier, où on travaille le bois, tout en restant écolo. Et chez eux, c'est important, voilà. Alors, évidemment, la question toujours se pose d'un voyage à l'étranger, c'est toujours le problème des finances. Est-ce que vous aviez les sous pour partir ? Comment ça se passe ? Grâce à Erasmus, vous avez réussi à avoir une bourse ? Exactement, oui, on a une bourse d'Erasmus. Et bien sûr, on a les parents qui nous aident parce que sinon, c'est compliqué. Mais oui, on a une bourse Erasmus, la première déjà pour financer le trajet. Donc, qui nous favorise à faire des trajets éco-responsables. Donc, moi, je suis parti avec mon camion, avec du covoiturage, et ils m'ont donné une bourse plus importante du coup, et du coup j'ai fait Bordeaux-Oslo en camion, et oui, chaque mois ils nous donnent une bourse en fonction du pays où on est, et bien sûr il y a les parents qui nous aident parce que sinon c'est assez compliqué. Sébastien Thierry, on n'a pas l'habitude de voir des étudiants Erasmus justement partir faire de l'artisanat. On a les parcours assez classiques où on parle évidemment de commerce, de communication et de tous les métiers classiques. Mais en tout cas, on entend moins parler de cela. Et pour autant, il y a énormément d'apprentis qui partent. C'est génial de pouvoir faire découvrir justement d'autres savoir-faire dans d'autres pays. Ce programme permet cela ? Alors absolument. On en parle moins, mais ils sont très nombreux. Les apprentis, les élèves de la voie professionnelle, parce qu'il n'y a pas que les apprentis, et d'une façon générale, l'ensemble des publics, des étudiants qui sont dans un apprentissage avec une finalité professionnelle. D'ailleurs, la moitié des mobilités du programme Erasmus+, aujourd'hui, sont des mobilités de stage. Ce ne sont pas les mobilités d'études auxquelles on pense de façon assez fréquente quand on évoque Erasmus+. C'est des mobilités de stage, donc vraiment pour acquérir des compétences et des nouvelles pratiques en entreprise à l'étranger. Vous fêtez les 35 ans, là j'imagine que vous êtes extrêmement fiers du parcours d'Erasmus. Au-delà de la langue, de la formation qui est dispensée, partir à l'étranger, c'est aussi pouvoir développer plein d'autres facultés, notamment l'adaptation sur place. C'est le retour que vous avez de tous les étudiants ? Complètement. Alors 35 ans d'Erasmus, c'est 900 étudiants en 1987. Et uniquement pour la France, c'est 100 000 personnes, donc pas seulement les étudiants, on l'a compris, qui bénéficient d'une bourse pour effectuer un séjour qui peut être court, qui peut être long, et encore une fois, qui peut être un stage, qui peut être un séjour d'études, qui peut être pour un enseignant aussi, aller
s'inspirer des pratiques de leurs collègues à l'étranger. Et ça amène donc des nouvelles compétences métiers professionnelles, mais c'est surtout une expérience de vie qui est extraordinaire. Je pense qu'Hugo l'illustre parfaitement. Les retours que l'on a de ce point de vue-là, c'est une expérience qui change bien souvent d'ailleurs des trajectoires. Et comme vous le dites, ça se traduit par une meilleure capacité à s'exprimer évidemment dans la langue du pays d'accueil, des capacités d'adaptation, de travail en équipe, capacités d'initiative qui n'ont plus rien à voir avec avant. Sébastien Thierry, Erasmus à 35 ans. Il y a 20 ans, un film sortait dont on pense tout de suite à ce film quand on parle d'Erasmus, c'est L'Auberge espagnole. Clapiche. De Cédric Clapiche, évidemment, avec Romain Duris. Est-ce que ce film avait joué un rôle dans la popularité de ce programme à l'époque ? Alors, à l'évidence, je pense qu'on peut dire oui. La réponse est probablement oui. Ce film a joué un rôle dans la notoriété du programme Erasmus, qui est aujourd'hui une marque qui est connue. On a pu le mesurer avec un sondage récent qui a été publié en janvier, un sondage CSA. 9 Français sur 10 disent connaître ce programme. Et mieux encore, un tiers des personnes qui répondaient au sondage déclaraient connaître quelqu'un dans leur entourage qui avait fait Erasmus+. Donc on est aujourd'hui sur un programme qui est très connu, reconnu et surtout apprécié. Nisrine Alou, alors je le disais, votre Erasmus date d'il y a donc 11 ans maintenant, c'était à Londres. Pourquoi avoir choisi Londres? Parce que peut-être qu'on peut se dire des destinations un peu plus lointaines, un peu plus festives. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas festif. J'étais étudiante en langue, donc étrangère, anglais et espagnol. Donc s'ouvrait à moi la possibilité d'aller soit en Espagne, soit en Angleterre. Et j'ai décidé, parce que j'avais de la famille qui vivait à Londres, d'aller là-bas pour pouvoir profiter aussi d'eux, parce que je les voyais qu'une fois par an, et vraiment pour perfectionner mon niveau d'anglais. Alors, comment a été cette expérience? Absolument ce que vous imaginiez, totalement déroutant. Comment vous l'avez vécu? C'est de mon parcours universitaire la plus belle expérience que j'ai eue. Encore aujourd'hui, elle impacte ma vie présente. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, je travaille dans le recrutement, donc je suis amenée à rencontrer beaucoup de jeunes qui sont encore en train d'étudier. Et je leur conseille à tous de partir en Erasmus, parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Donc, on sort de sa zone de confort. On peut déjà être sorti de sa zone de confort quand on habite loin de chez ses parents et qu'on habite seul pour étudier, ou ça va être la première fois et la première vraie expérience où je vais partir à l'étranger, où je ne connais personne. Oui, confronté à la barrière de la langue, et puis effectivement, on n'a pas forcément ses amis, donc il faut pouvoir rentrer en contact et se recréer un univers. Exactement. Et vous parliez de bourse aussi tout à l'heure. Ouais. Moi, ça m'a permis, par exemple, de gérer mes finances et d'apprendre à me responsabiliser, parce que j'ai ma bourse, je dois payer l'hébergement, le transport, les activités à gauche, à droite, et continuer à étudier, évidemment. Donc, on apprend aussi cette notion-là. Et à 2 CV, je veux dire, quand j'ai des candidats qui sont de la même école et qui ont le même parcours, le même niveau de langue, j'en ai un qui va avoir une expérience Erasmus et l'autre non. Je vais avoir tendance à aller vers celui qui a eu l'expérience Erasmus, parce que je sais qu'il va avoir une ouverture d'esprit, je sais qu'il va réussir à s'adapter facilement à son environnement, et que c'est une expérience vraiment enrichissante. Alors, rassurez-moi, si l'expérience à l'étranger, déjà, ça joue. Ah oui, quoi qu'il arrive, même si c'est pas Erasmus, même si c'est Sébastien Thierry, bon, vous pardonnerez, évidemment, mais ça joue beaucoup. On parle des bourses, justement, Sébastien Thierry. Comment on obtient une bourse quand on est étudiant? Quand on est étudiant, quand on est apprenti, quand on est élève, quand on est enseignant, la bourse passe par l'établissement de rattachement. Pour les universités, pas de problème particulier, elles sont toutes dans Erasmus, et la plupart aujourd'hui des établissements d'enseignement supérieur font partie du programme, donc disposent de financement pour leur public. C'est peut-être un peu plus un enjeu pour des lycées dont certains sont bien dans le programme, d'autres n'y sont pas encore. Donc là, c'est vrai qu'on fait, nous, un travail pour essayer de les raccrocher, de les convaincre qu'il est important qu'ils puissent participer à Erasmus+, parce que derrière, ce sont leurs élèves, ce sont leurs enseignants qui pourront profiter de ce programme, et donc des bourses d'Erasmus+. Alors, je disais tout à l'heure, les expériences sont multiples. Hugo Jacquard, lorsque vous vous retrouvez à partir à Oslo, en Finlande, l'anglais, on maîtrise à peu près, ou presque, en tout cas en France. Le finlandais, peut-être un peu moins. Quand vous arrivez sur les termes très techniques, notamment sur les métiers du bois, de la charpente, comment vous faites? On parle anglais? Effectivement, c'est très compliqué. Et du coup, je ne parle toujours pas norvégien. J'ai dit finlandais, norvégien, pardon. Oui. Ni finlandais, ni norvégien. Rien. Oui, après, on essaye de se comprendre. Les gens sont compréhensifs, ils nous aident. Ils essayent de ne pas nous mettre mal à l'aise. Et puis, on s'en sort tous ensemble. On fait des efforts. Et justement, il
essayer. Et c'est pour ça qu'on y va aussi, c'est pour aller prendre des risques et voilà, aller au contact des gens et parler. Et l'expérience a ressemblé justement au film à l'auberge espagnole. Pour vous, c'était aussi la fête, la rencontre, les copains qui restent 10 ans après? Oui, effectivement. Oui, effectivement. La fête, on a eu la fête le 17 mai, la fête nationale en Norvège. Où justement, à Oslo, ça a été une belle feria, comme on sait les apprécier dans le sud-ouest. C'était très bien, ouais. Oui, je vois que vous êtes... Effectivement, vous avez l'air bien fêtard et vous avez bien raison. Vous parliez tout à l'heure, Sébastien Thierry, effectivement des élèves, des étudiants, des apprentis, mais aussi des enseignants, car on le sait moins, mais Erasmus ouvre aussi une porte à la formation. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, il y a de nombreuses possibilités pour ce programme pour les enseignants, en fait, avec plusieurs opportunités qui s'offrent à eux. Ils ont la possibilité d'aller observer des pratiques à l'étranger. Donc ça peut être pour quelques jours ou quelques semaines. Ça peut être des durées assez courtes qui s'inscrivent évidemment dans leur activité professionnelle. C'est toujours quelque chose qui doit pouvoir s'articuler et s'inscrire dans leur parcours. On a aussi évidemment des activités d'enseignement. Donc là, on est souvent sur des durées plus longues. Ils partent eux-mêmes enseigner dans un établissement à l'étranger. On peut avoir des experts invités, donc des personnes que l'on fait venir dans son établissement pour nous présenter un aspect particulier d'une pratique professionnelle, d'une pratique pédagogique, la façon dont on enseigne par exemple à Oslo, qui peut être différente de la façon dont on enseigne à Rouen, et voilà. Et ça, c'est un ensemble de possibilités qui est en fait très ouverte et ça permet d'enrichir et d'augmenter, on va dire, en qualité l'enseignement que l'on a chez soi et finalement aussi, le terme a été utilisé, de s'ouvrir l'esprit tout simplement. Alors, on parle effectivement de la formation, encore une fois, des enseignants. Et puis, il y a aussi la Erasmus pour les lycéens. Et alors ça, je l'ai découvert effectivement en regardant plus précisément ce sujet. On peut, quand on en a en seconde ou en première, partir aussi une semaine, 2 semaines, faire un échange, ou en tout cas en stage. Absolument. Partir 2 semaines, on peut partir 2 mois, 3 mois, on peut partir jusqu'à 1 an. Ça n'est pas complètement une nouveauté. La nouveauté, en fait, c'est que ça va devenir la norme, ou la normalité en tout cas, avec le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027. Beaucoup de financements sont réservés pour cette mobilité des lycéens et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse travaille pour que cette mobilité soit mieux inscrite dans les parcours et qu'elle puisse bénéficier à plus d'élèves. Et à cet égard, moi, je voudrais aussi redire que c'est une mobilité, en tout cas que nous, à l'agence, nous souhaitons faire bénéficier les élèves qui sont peut-être issus de milieux plus modestes ou qui sont dans des situations qui sont un peu plus difficiles. Pour nous, Erasmus+, c'est un outil pour l'égalité des chances. Et il y a des dispositions qui sont à la fois financières et non financières, avec un accompagnement renforcé de ces élèves pour qu'ils puissent davantage accéder au programme, en bénéficier, parce que derrière, on sait que ça leur donnera plus de chances dans leur parcours. Donc ça, la mobilité, ça va devenir... Oui, allez-y. Non, mais je disais, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui ne savent pas forcément qu'on peut monter justement ce type de projet avec sa classe, comment font-ils pour pouvoir... Ils vous écrivent tout simplement et vous montez le projet ensemble ? La première démarche pour un enseignant, c'est de se renseigner auprès du rectorat et de la délégation aux relations européennes, internationales et à la coopération, les DAREC. Ce sont eux qui sont leurs premiers interlocuteurs et qui sauront les guider pour rentrer dans le programme. C'est vraiment la porte d'entrée dans Erasmus+, au niveau national. Alors, on peut le dire tout à l'heure, Nisrine Allo, vous étiez partie à Londres. Vous avez donc là travaillé à Paris pendant 10 ans, depuis pendant 11 ans. 10 ans au Luxembourg. Au Luxembourg, oui, c'est vrai, au Luxembourg. Ouais. Maintenant, de retour à Paris. Non, toujours pas, Luxembourg toujours. Ah oui. Alors, je viens de démissionner de mon travail et figurez-vous que je vais partir vivre à Londres. Justement, où j'ai obtenu mon nouveau job. Ah, donc bravo, une nouvelle expérience. Mais parce que nostalgique justement de la vie. Ah oui, une formidable. Fois, après mon expérience Erasmus vous a marqué au fer rouge. Au fer rouge. Et je me suis toujours dit, si j'ai l'opportunité de retourner vivre et travailler à Londres, ben, j'irai. Et là, j'ai eu l'opportunité. Et donc. Et qu'est-ce que vous allez faire alors là-bas ? Racontez-nous. Eh ben, si vous pouvez nous le dire. Oui, bien sûr. Je vais travailler toujours dans le recrutement pour Amazon.
Ah, très bien. Basé à Parfait. Londres. Et donc, voilà. il y a des formations justement aussi chez Amazon. Est-ce que par exemple, vous pourrez suivre une formation Erasmus puisqu'on le propose? Il faudrait que je demande, mais clairement, pourquoi pas. Justement, moi j'aimerais en savoir plus sur votre expérience Erasmus à Londres, à l'époque où vous y étiez. Vous êtes resté combien de temps? 1 an. 1 an. Est-ce que comment pendant cette année vous étiez logé où? Est-ce que vous étiez en contact d'autres étudiants Erasmus d'autres pays peut-être? Oui, tout à fait. Donc déjà pour obtenir sa place Erasmus, c'était des démarches administratives sans fin, mais bon, on est obligé de passer par là et c'est déjà la première bonne expérience. Et les places sont limitées, donc on rentre dans une espèce de compétition positive parce que ça nous motive. Une fois qu'on obtient son classement, ses places, il nous donne justement l'université que vous allez rejoindre. Et c'est à partir de ce moment-là que généralement les universités proposent des logements aux étudiants Erasmus. Et donc là, justement l'université, donc qui s'appelait Royal Holloway University of London et qui était en fait dans un château. Et tout les étages de château étaient des chambres pour tous les étudiants qui venaient. Et donc, en tant qu'étudiante Erasmus, j'avais le droit de profiter d'une de ces chambres-là et que ma bourse couvrait, justement. Vous pensez qu'Amazon vous offre une chambre dans un château aussi, là? Non, je pense pas. Là, je dois chercher des loyers à 2 000 € par mois, ce ne sera pas la même histoire. Non, mais je vais peut-être me renseigner, moi. Oui, exactement, voilà. Hugo Jacquard, votre vie à Oslo, du coup, vous plaît depuis? Vous avez envie d'y rester ou pareil, vous avez envie de suivre aussi ce démarrage, puis cette continuité, de pouvoir voyager un peu partout dans le monde et de pouvoir continuer à la fois votre formation et puis ce métier dans les métiers du bois? Eh bien, je me suis donné l'objectif de rester 1 an de plus à Oslo, car j'ai encore plein de choses à découvrir et je pense qu'en 1 an, ça ira. Et puis mon anglais aussi a façonné, parce que pour moi, 6 mois, ça a été assez court pour mon anglais, mais je pense qu'en 1 an, ça ira un peu plus. Et après, pourquoi pas aussi aller voyager et travailler en même temps dans d'autres pays. Sébastien Thierry, c'est une façon aussi de prendre conscience de ce qu'est l'Europe pour tous ceux qui ont la chance de faire cette expérience Erasmus. Je pense, Hugo et Nisrine seraient sans doute mieux capables d'en parler également de par leur expérience, mais à l'évidence, aller découvrir une autre façon de vivre dans d'autres pays, c'est d'autres cultures. Il y a un aspect apprentissage interculturel qui est très important et qui est d'ailleurs un facteur qui fait qu'on sort de cette fameuse zone de confort et qu'on acquiert des compétences qui sont ensuite utiles dans la vie de tous les jours. Et ça bénéficie au projet européen d'une façon générale. Je voudrais rappeler qu'on est quand même en Europe en ce moment dans une situation qu'on n'avait pas connue depuis 70 ans avec un conflit majeur et que ça doit nous rappeler aussi ce que sont ces valeurs fondamentales au niveau de l'Union européenne, notamment en termes de démocratie, de participation active à cette vie démocratique. Et ça, c'est des valeurs très clairement qui sont portées par Erasmus+. Justement, nous vivons aujourd'hui dans un monde en guerre, et pas que seulement l'Ukraine, partout, mais cette guerre qui se déroule en ce moment même en Europe. Vous avez soutenu et financé l'accueil de réfugiés ukrainiens ? Il y a des dispositions qui ont été prises et de façon très réactive par la Commission européenne pour qu'on puisse accompagner ces réfugiés et leur intégration dans le système scolaire et universitaire à l'échelle nationale. C'est des dispositions qui ont concerné tous les pays, donc la France y compris évidemment. Les pays qui ont pu en bénéficier, on va dire, en proportion beaucoup plus importante, c'est évidemment les pays frontaliers de l'Ukraine. On pense à la Pologne, on pense à la Roumanie, on pense à la Tchéquie, qui sont des pays qui ont été très, très impactés, qui le sont encore par ces réfugiés. Nisrine Alou, quand on se retrouve avec les amis et peut-être aussi enfants d'amis ou nièces ou neveux, est-ce qu'on motive justement en parlant d'Erasmus, en parlant de programmes d'échange ou tout simplement de partir à l'étranger? Est-ce que ça leur fait peur aujourd'hui ou est-ce que les jeunes que vous rencontrez sont tout de suite dans cette idée de toute façon d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Clairement, aujourd'hui les jeunes ont déjà cette idée et l'envie de partir à l'étranger et on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Si ce n'est pas via Erasmus, il y a d'autres possibilités, faire des stages à l'étranger par exemple ou autre, mais un programme qui nous permet d'obtenir une bourse
continuer ses études ou de travailler et en plus découvrir une nouvelle culture et perfectionner son niveau de langue. Donc moi, clairement, à chaque fois que je rencontre des jeunes étudiants, je les motive à le faire, même si c'est pas loin de chez eux parce qu'ils ont peur, justement, mais parce que ça va être une expérience réellement enrichissante. Sébastien Thierry, dernière question. On pourrait imaginer Erasmus pour les plus jeunes, c'est-à-dire que dès le collège, dès la 6e? Mais ça existe. Ah pardon, Erasmus, voilà. en fait, J'ai bien fait de vous poser la question, je ne savais pas, j'avoue. Alors racontez-moi. Je pensais que c'était que pour les lycéens. Pardon. Quand on parle d'Erasmus pour les scolaires, c'est l'ensemble des scolaires. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, on a un exemple, j'ai un exemple sous les yeux, d'une enseignante de classe de CM1, CM2 qui a emmené ses élèves, ses petits élèves, au Portugal, en Italie, et qui revient de Crète avec eux, donc qui a fait cette expérience avec sa classe, et ça, c'est des moments, même quand on est tout petit, qui sont extraordinaires. Donc ça concerne vraiment tous les âges. Erasmus+, c'est même pas de 7 à 77 ans, ça, de la toute petite enfance après la retraite. Donc c'est vraiment extrêmement large, et encore une fois, beaucoup plus que les étudiants de l'auberge espagnole. J'ai compris. En tout cas, j'espère que les chefs d'établissement auront entendu cela et qu'ils proposeront effectivement aux plus jeunes ce programme que je trouve absolument merveilleux. 35 ans qu'il existe, voilà, Erasmus. Bravo pour tout ce que vous faites. Sébastien Thierry, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'agence Erasmus+. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nisrine Alou, pareil, merci 1000 fois. Merci. Bravo pour une longue vie alors, et puis bon démarrage à Londres pour le recrutement. Je vous conseille clairement de marquer sur votre CV que vous avez fait Erasmus si vous rencontrez Nisrine Alou. Hugo Jacquard, merci 1000 fois aussi d'avoir été avec nous. Vous êtes à Oslo et vous êtes étudiant en charpente. Alors bonne fête, hein. À bientôt. Merci, restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. Des ateliers en kit pour enseigner les sciences et la technologie aux élèves, c'est ce que propose Kouti Kouti. Et pour tout comprendre, je suis ravie d'accueillir Anna Flalo. Bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes la cofondatrice. C'est ça. Ah, donc vous avez cofondé avec qui? Avec autant le nommer. Pauline Arnaud. Ah, voilà, autant la nommer, voilà. Pauline Arnaud. Merci beaucoup. Alors racontez-moi ce que c'est Kouti Kouti. Alors Kouti Kouti, c'est une entreprise qui propose des ateliers mais aussi des objets sous forme de kit pour enseigner les sciences aux enfants entre 4 et 10 ans. Donc, ce qu'on propose, c'est de travailler autour de thématiques comme le système solaire, l'optique, les forces, les mathématiques, l'électricité. Et on va venir proposer principalement aux écoles et aux centres périscolaires des kits qui contiennent l'équivalent de 2 heures d'atelier pour qu'ils puissent avoir du contenu qui soit ludique, mais aussi expérimental et qui invite les enfants à
apprendre en manipulant pour enseigner des notions assez complexes, comme on pourra en parler un peu plus tard. Mais vous avez une expérience scientifique, une formation en sciences, enfin, c'est ce qui vous plaisait depuis le départ? Alors oui, moi déjà j'ai fait un bac scientifique, ouais. J'ai fait une licence en mathématiques et ensuite un master en entrepreneuriat, mais autour de l'innovation, du design, et j'ai découvert le monde des Fab Labs au sein de ce master. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Ce sont des lieux dans lesquels on peut venir utiliser des machines à commande numérique pour prototyper ou créer une petite série d'objets. Et à la suite de ce master-là, je suis partie en Nouvelle-Zélande faire une formation qui s'appelle la Fab Academy. Et lors de cette formation, j'en ai profité pour travailler avec une école primaire sur place afin de découvrir le système éducatif néo-zélandais, mais aussi pour voir comment est-ce que des enfants pouvaient évoluer dans ce genre de lieu. Et ça a été tout simplement magique parce que les enfants, ça leur a donné un outil de création incroyable et ils avaient juste une soif d'apprendre dans cet espace-là vraiment impressionnante. Donc à mon retour de Nouvelle-Zélande, j'avais vraiment envie de continuer de travailler dans cet esprit-là, l'apprentissage des sciences, la découverte de l'utilisation des machines avec des enfants. Et alors là, on a plusieurs petits objets. Oui. Vous pouvez nous présenter le premier qu'on comprenne? Oui, alors dans un atelier de 2 heures, on va avoir un temps d'expérimentation, un temps de jeu et un temps de construction. Et donc ce temps de construction, l'idée c'est de vraiment synthétiser toutes les notions qui ont été abordées durant l'atelier. Et donc les enfants vont construire par groupe de 2 ou 4 enfants un objet. Donc là, c'est pour le kit autour de la Terre et les saisons. Donc l'idée, voilà, c'est un carrousel solaire que les enfants vont venir construire eux-mêmes, accompagnés d'un animateur ou d'un professeur. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, on va faire tourner le soleil et la Terre et la Lune vont tourner autour du Soleil. Et donc la Terre va tourner autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un support en 3 dimensions assez visuel pour que l'enseignant puisse expliquer les notions avec ce support-là. D'accord, notamment les saisons, enfin en l'occurrence la saisonnalité ici. La saisonnalité avec la Terre. Est-ce que je peux le prendre juste pour pouvoir mieux montrer effectivement à l'écran? Voilà, là, si on le voit bien, donc la Lune, je ne me trompe pas, la Terre et le Soleil. Donc la Terre, elle est supposée être penchée à 23 degrés. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer comment est-ce que ça se fait que en décembre, il fasse froid et qu'en août, il fasse très chaud. Et la différence de temps d'une journée aussi qui varie au cours de l'année. Et donc ça, les enfants sont extrêmement friands, j'imagine, parce que c'est à la fois ludique et en même temps, ils apprennent tout un tas de choses, un tas de notions importantes scientifiques. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'ils puissent découvrir des notions assez complexes qui font parfois peur même aux enseignants, mais d'une manière très ludique, douce et tout en encourageant aussi l'intelligence manuelle qu'on valorise beaucoup dans notre entreprise. Vous étiez une fan de C'est pas sorcier, non? Ah ouais. Ah oui. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai rencontré Jamy. Jamy? Ouais, vraiment. Parce que ça ressemble au kit qu'on pouvait voir pendant l'émission de Fred et Jamy. Oui, je ratais pas un épisode. Ah oui. C'est sûr. Oui, oui. Donc ça vous a inspiré peut-être? Oui, clairement. Peut-être pas directement, mais indirectement, certainement. Alors, j'imagine bien que ce ne sont pas vos lunettes de soleil, mais qu'il y a forcément quelque chose qui s'opère quand on les met. Alors, elles sont peut-être petites pour vous parce que c'est pensé pour une taille d'enfant. Alors, racontez-moi ce qui se passe quand je vois ce kit optique. Vous voyez les poissons? Alors, oui, vous avez une tête de poisson lune. Vous voyez tout en bleu. Vous pouvez aussi voir tout en rouge. En fait, l'idée, ça, c'est le kit au sein de notre cycle optique. Donc, c'est vraiment un kit qui va porter sur la lumière et les couleurs. L'idée, c'est d'expliquer aux enfants comment fonctionne la synthèse additive, la synthèse soustractive. Et ça, c'est la construction finale de ce kit. Donc, elle vient... Alors, attendez, vous venez me parler chinois. La synthèse additive. Additive, d'accord. Soustractive, ok. Donc, addition, soustraction. Quand on mélange les couleurs
Ça fait du blanc dans la synthèse additive, et dans la synthèse soustractive, quand on mélange les couleurs, ça fait du noir. Donc ça dépend dans quel cadre c'est utilisé. Par exemple, on va expliquer que la lumière naturelle, la lumière blanche, elle est composée de tout le spectre de couleurs. Donc là, on va utiliser un outil très simple qui s'appelle la toupie de Newton. En fait, c'est une toupie sur laquelle je ne l'ai pas amenée aussi aujourd'hui, mais sur laquelle on va avoir toutes les couleurs toutes les couleurs primaires qui vont apparaître. On va faire tourner la toupie et en fait les couleurs vont se mélanger et le blanc va apparaître. Donc ça, c'est un support. Voilà, les enfants vont construire la toupie, jouer avec pour comprendre un peu ce principe-là. Et d'expliquer la notion d'arc-en-ciel, par exemple. Voilà, c'est ça. Simplement. Alors là, effectivement, je vois tout noir. Oui, c'est normal. En fait, oui, l'idée c'est de jouer avec un coup le vert bleu, un coup le vert rouge. Et en fait, cette construction-là, elle vient avec un petit livret d'enquête. Et en fait, pour résoudre l'enquête, donc c'est une petite étoile de mer qui s'appelle Esther qui a perdu son copain et il faut qu'elle retrouve son copain. Et bon, pour résoudre cette enquête, l'enfant va devoir utiliser les lunettes chromatiques et changer, un coup utiliser les verts bleus, un coup les verts rouges et même parfois voit effectivement qu'il y a un surlignement qui permet effectivement en fonction de la couleur de permettre d'avoir la réponse. Voilà, c'est ça. On doit décrypter le message en utilisant la bonne couleur de vert. Alors, qui encadre ces ateliers dans l'école? Alors, ça dépend. Donc, majoritairement, nous, on va vendre le contenu sous forme de kit et on propose un déroulé pédagogique détaillé pour les enseignants et les animateurs pour qu'ils puissent l'animer en autonomie. Si besoin, pour assurer aussi, pour aller un peu plus loin, on peut proposer des formations. Mais ça arrive aussi parfois, surtout en région parisienne et en région lilloise, où on a un petit réseau d'animateurs, qu'on intervienne nous-mêmes dans les structures. Les petites cartes qui sont là, pardon, mais moi j'adore les cartes, donc du coup ça m'interpelle. Elles servent à quoi? Alors ça, en fait, je vous ai dit que dans nos kits, il y a toujours un petit temps de jeu. Ouais. Donc on va essayer de prendre des jeux qu'on connaît tous, comme par exemple ici le jeu de cette famille, et on va l'adapter et le hacker pour aborder les notions que nous on veut aborder dans nos kits. Donc ici, c'est un jeu de cette famille. On va avoir par exemple la famille des... hacker, c'est le modifier pour votre version à vous, c'est ça? Ça va rester un jeu de cette famille, mais on va parler ici du système solaire. Donc on va avoir la famille des étoiles. Donc dans les étoiles, bien sûr, on sait qu'il y a le Soleil, mais il y a aussi Sirius, Vega et Altair. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer de donner du vocabulaire et de la connaissance aux enfants, mais à travers un jeu. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, génial. Et alors au niveau du prix, ça se passe comment ? Alors, on a un tarif, donc il y a plusieurs options. La première option, c'est d'acheter le kit. Il faut savoir que nous, Kouti Kouti, on a une démarche éco-responsable et l'idée, c'est, dans cette démarche-là, on éco-conçoit nos produits. Ça veut dire qu'on va pouvoir tout démonter et réutiliser en fin d'atelier. Donc, si on achète un kit pour 10 enfants, on va pouvoir le réutiliser avec plusieurs groupes de 10 enfants. D'accord, donc pour une école par exemple, on se repasse le kit, c'est ça que vous voulez me dire ? Voilà, c'est ça. Bon, après, le nombre d'enfants varie. Nous, on va facturer au nombre d'enfants. On va faire un tarif à l'enfant, justement, comme ça. On s'adapte soit au périscolaire, où on va avoir des groupes plutôt de 8 à 10 enfants, soit aux classes, où on va être plutôt autour de 20 à 30 enfants. Donc le tarif... J'ai pas compris pourquoi vous adaptez à l'enfant. C'est pas un kit que vous vendez, en fait ? Oui, c'est en fonction de l'enfant. Pardon. Alors, je recommence. En fait, on fait un tarif... Je suis animatrice, vous savez, pour parler faut parler lentement. On fait un tarif à l'heure par enfant. Donc, à l'achat, notre kit, il va coûter 10 € par heure par enfant. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas un achat, quoi. C'est une location, en fait. Non, en toujours fait... pas. Ça me rassure. Je vais vous donner l'exemple d'un kit pour 10 enfants. Et pour 2 heures d'atelier, il va coûter 200 € à notre client. Et il va pouvoir le réutiliser autant de fois qu'il veut. Nous, on s'engage sur 5 utilisations sans casse et sans problème. Voilà. Mais si, par exemple, nos clients ils veulent avoir un kit pour plus d'enfants, on va adapter notre tarif au nombre d'enfants. D'accord, mais le kit ne va pas changer. Le kit, il va juste être plus important, il va y avoir plus de construction. D'accord. Voilà. Okay. Ah oui, d'accord. Vous allez faire évoluer en fonction du nombre d'enfants. Voilà, c'est ça. Généralement, c'est une construction pour 2 ou 4 enfants. Donc, en fonction du nombre d'enfants, on va rajouter le nombre de constructions. Alors, pour tous les profs, est-ce que les parents d'ailleurs peuvent acheter aussi ce kit ? On peut chez soi avoir
Kouti-Kouti? Oui, alors on a eu pas mal de demandes à ce niveau-là. Donc on vend pour l'instant majoritairement sur notre site internet. Ouais. On a créé une petite boutique où voilà, on va prendre quelques constructions qui peuvent se prêter à une manipulation, un jeu en famille à la maison. Donc par exemple le carrousel solaire et les lunettes chromatiques, elles sont disponibles sur notre boutique en ligne. Donc on va aborder des notions, ça va être un petit peu moins approfondi qu'en atelier bien sûr parce qu'il y a juste une construction et non pas toutes les 2 heures d'atelier qui vont avec. Mais oui, c'est possible et on est aussi revendu dans quelques boutiques, surtout en région parisienne. D'accord. C'est koutikouti.com? Comment on va? .fr. Voilà. Koutikouti.fr. Voilà, c'est français. C'est la belle France. Merci beaucoup, Anna Falot, d'être venue nous parler de Kouti-Kouti. On rappelle donc le nom de votre cofondatrice? Pauline Arnaud. Voilà, Pauline Arnaud, que l'on salue. Merci 1000 fois. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver l'invité de Malika Ménard et c'est l'ex-Miss France Clémence Bottineau qui livre ses souvenirs d'écolier sur School TV. Regardez. Et après, tu savais tout de suite ce que tu voulais faire? Ah, pas du tout. Je ne sais pas. Après, j'ai laissé tomber. Alors, je savais que je ne voulais plus jamais refaire des sciences, que ce soit la SVT, les maths, médecine, ingénieur, impossible. J'avais une aversion parce que c'était pas ma personnalité. Tu sais, ça se sent. Il y a des gens qui arrivent à être très pratiques, qui arrivent à respecter, à suivre les directives. Moi, j'étais un peu dans ma bulle. Je rêvais de fantaisie. J'étais une rêveuse. J'aimais l'art. Quel métier te faisait rêver, justement? Actrice. Ah, je voulais vraiment être actrice. Quand j'avais toute la période de mon lycée, j'étais une fanatique de cinéma. J'avais même fait mon TPE. Je sais pas si tu... Oui, j'ai eu le TPE aussi, merci. Non, mais je crois que maintenant, ça n'existait plus. Mon TPE, je l'avais fait sur l'histoire de la caméra. Et en fait, je jouais Sergio Leone. Tu sais, j'avais un t-shirt avec la tête de Sergio Leone. Donc, c'est bien pour te montrer. J'avais tout drivé. Et puis, j'avais même fait un stage au cours Florent aussi. Donc, c'est pas forcément actrice que tu aurais voulu faire, c'est aussi réalisatrice. Réalisatrice, les deux. J'avais des idées de scénario et je voulais les créer. Donc, je m'imaginais dans mes propres rôles. Tu vois, par exemple, en toute simplicité. Voilà, c'est ça. Par exemple, je me suis imaginée dans Pirates des Caraïbes 5. Bon, c'est jamais arrivé. Mais je voyais déjà la fille cachée de Jack Sparrow. Bon, bref, une histoire incroyable. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est un projet qui est encore dans ta tête? Je sais pas, parce que je trouve que être acteur, c'est difficile, quoi. Il faut avoir une capacité à retranscrire, à montrer les émotions. Je suis pas sûre que... Je pense que je suis très pudique et c'est très difficile pour moi d'exprimer autant. Mais travailler dans l'univers du cinéma, pourquoi pas? Peut-être, oui. Ça, c'est une option qui est toujours d'actualité. C'est une option, tout à fait. Petite, ton papa, il disait que tu organisais des défilés. Oui, Miss France. Oui, c'est ça. Alors, on avait des fêtes de famille. On allait tous camper. Mais vraiment avec toute la famille de mon papa, donc toute la famille Bottineau, on était très nombreux. Et en fait, il y avait toutes les petites filles et il y avait l'heure du défilé, donc c'était pendant la période de Pâques, où à partir de 16h, toutes les petites filles allaient mettre un maillot de bain, allaient se maquiller, mettre du rouge à lèvres. Et en fait, on faisait défiler devant les grands-mères, les tantes, les oncles. Et c'est vrai que c'était des souvenirs assez forts. Et... c'était aussi culturel. C'était ton idée, le défilé? Alors non, c'était pas mon idée. Je pense que c'était plus une tradition. Après, bien entendu, j'avais regardé Miss France vraiment toute ma vie. Donc, ça m'avait toujours fait rêver. Et à chaque fin de défilé de Miss France, j'allais prendre des talons et j'allais défiler dans mon salon. Voilà. T'étais sûrement déjà Miss France à ce moment-là. Alors, donc, il y avait quand même une envie aussi, une certaine appétence pour la notoriété. C'est dur à dire, mais dire non, ce serait mentir. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'avais des feuilles d'idole et je m'entraînais à faire des autographes dessus à 12 ans. Et je les ai encore dans ma chambre. Et ça a servi alors? Ça n'a pas servi, mais je me disais à l'époque, on ne sait jamais, si je deviens une star, ça peut valoir de l'or un jour. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'était quelque chose qui était dans ta tête. Oui, c'était quelque chose qui était dans ma tête, c'est vrai. Et du coup, donc Miss France ou actrice? Oui, il y avait une envie de... briller, je vais dire ça comme ça, une envie d'être dans un personnage, tu sais. En fait, j'ai compris que j'avais pas de talent. Enfin, du moins que j'avais pas de talent. Avec toi-même. Mais quand je dis pas de talent, tu vois, j'ai fait du piano pendant des années, j'avais pas l'oreille musicale, j'ai fait un peu de théâtre, j'avais pas le talent d'acteur, j'ai fait de la danse, j'étais pas une grande danseuse. La salsa? Oui, alors la salsa, oui, mais tu vois, j'ai fait de la danse classique, j'étais pas souple du tout, donc j'avais pas la fibre artistique.
Et en fait, Miss France, quand je suis tombée là-dedans, je me suis dit, ça, c'est quelque chose, je suis convaincue que je suis capable de m'épanouir et de briller sur une scène en faisant Miss France. Et quand j'ai compris ça, je me suis lancée dans l'aventure. C'était ton challenge à toi? C'était mon challenge à moi et je l'ai fait pour moi parce que j'en avais marre des études, tu vois, quand on en parle. C'est bien d'étudier, mais il faut aussi pouvoir découvrir d'autres choses. Et moi, j'étais convaincue que c'était l'école qui allait me permettre de réussir. Et en soi, je le pense encore. Mais il ne faut pas hésiter à allier tout ce qu'on a appris à l'école avec un autre univers qui nous passionne. C'est pas incompatible. Et tu sais, quand j'ai eu la meilleure note au test de culture générale de Miss France, oui. Je me suis dit, finalement, ça m'a servi d'étudier à l'école. Ça te fait être remarquée aussi. Quand exactement. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain, toujours en compagnie de Clémence Bottineau, dans Souvenirs d'écolier. Merci Malika et à demain. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que vous allez de la robotique à l'astronomie, en passant par le développement durable. Vous donnez l'accès aux sciences pour toutes et pour tous, à toutes et à tous même. Je crois que vous proposez des modules ludiques. Ça se passe comment en pratique? Alors, c'est justement la valeur principale recherchée par Planète Science et Planète Science Normandie, donc par extension, c'est justement l'accessibilité des sciences à tous, quel que soit le milieu social, le niveau scolaire, quel que soit l'âge et le sexe finalement, puisque, comme on l'a dit juste avant, les femmes sont moins représentées dans la science. Pourtant, elles sont là et elles ont des choses à dire et à faire. Donc, l'idée, voilà, c'est de rendre cette science accessible et de ne pas en faire un gros mot. Vous participez donc à aller chercher les enfants à l'école, c'est ça, de tout âge. Dès l'âge de 3 ans, vous avez des enfants de cet âge-là? Tout à fait. Donc, j'ai des enfants de 3 à 11 ans, donc de la maternelle donc jusqu'au CM2. Donc, vraiment, le principe, voilà, on va chercher les enfants à l'école. Donc, voilà, dès qu'on sort de l'école, on parle en anglais, on monte en voiture, on va chanter nos petites chansons en anglais. Et dès qu'on arrive à la maison, donc, il y a un vrai rituel, un vrai bain linguistique qui se met en place. Donc, c'est-à-dire vraiment des rituels. On va aller se déshabiller, on va aller mettre la table, on va aller se laver les mains, etc. Donc, vraiment des vrais rituels de vie. On partage le repas, le goûter, et on passe ensuite donc, à notre cours, entre guillemets, mais vraiment de manière très ludique, via des jeux, via des chansons. Donc on a vraiment très structuré différentes thématiques. Et donc les enfants pratiquent l'anglais en s'amusant. Donc ils n'ont vraiment pas l'impression de venir dans une école pure, voilà, une école d'anglais. C'est le quotidien. On vient pour s'amuser. Pour ce qui est des ateliers et des formations, vous ciblez des publics particuliers? Oui. Alors, en priorité, les jeunes, évidemment. Bon, d'où, vous l'avez dit, les 500 000 jeunes qui visitent font aussi des ateliers automatiquement et pas seulement des visites. Bon, ils viennent de toute la France, c'est important. Deuxièmement, parmi ces jeunes, priorité absolue aux jeunes qui viennent des quartiers difficiles, de la région, mais aussi de la Seine-Saint-Denis, de Lille, de Grenoble, on a toutes sortes de partenariats. Très important, parce qu'on les croit, et c'est vrai, sur une autre planète culturelle et sociale, eux comme d'autres jeunes d'ailleurs, peut-être plus, mais lorsqu'ils arrivent et que nous savons leur parler de l'effet de groupe, de la passivité, de la soumission aveugle à l'autorité du petit chef, ils comprennent que ça les concerne. Et ça ouvre les huîtres, comme disait. Et protection judiciaire de la jeunesse aussi. Voilà, et beaucoup d'encadrants aussi. Beaucoup d'encadrants. Comment ça se passe une classe espace exactement? On prépare quoi? Les futurs astronautes et talents du spatial de demain? Alors pourquoi pas? Vous savez qu'il y en a qui ont l'ambition de devenir Thomas Pesquet. Bah, tant mieux. Hein, pourquoi pas? Comment ça se passe? En fait, c'est vraiment un partenariat avec les enseignants avec qui on travaille. Donc moi, je travaille beaucoup avec une enseignante donc sur sa classe espace. On a un créneau par semaine, donc une demi-journée par semaine. Le programme, on l'a établi ensemble en avance sur ce que elle voulait pouvoir aborder comme sujet, sur ce qui, moi, me paraissait logique et important d'aborder pour avoir un déroulement sur tout le spatial, donc de la création de l'univers jusqu'à les activités de nos jours. Et donc faire le lien aussi avec le contenu pédagogique de la classe. Comment est-ce que vous recrutez les teachers? Alors, nos teachers, comme vous dites, sont souvent des femmes en reconversion, des femmes qui ont eu des très très beaux parcours. Pour en grande partie en tout cas. Un tiers sont des anglophones natifs de tout pays et qui ont envie d'un projet clé en main et qui nous rejoignent. Un tiers sont des expats
où des personnes, on a plus d'une trentaine de nationalités différentes, mais qui sont toutes bilingues anglais, qui ont la chance de pouvoir parler très bien l'anglais. Pour la moitié sont des enseignantes, mais ne peuvent pas enseigner en France de façon conventionnelle, on va dire, et puis ont envie d'un projet indépendant. Et puis le dernier tiers, ce sont des enseignantes de l'éducation nationale française qui veulent vivre autrement leur passion de la langue ou de l'enseignement en règle générale. Mais ces formateurs doivent passer une formation pour enseigner chez vous? Tout à fait. Donc nous, on est organisme de formation, Calliope aussi, donc on va certifier le niveau d'anglais. Donc, toutes nos formatrices ont une certification d'anglais, c'est hyper important pour nous. Et puis pour les parents aussi, j'imagine. Et surtout pour les parents, on est d'accord. Tout à fait. Et puis après, on leur fait passer des formations. Donc, il y a une première formation dite initiale qui va permettre d'intégrer le réseau et de se former pour pouvoir se reconvertir, puisqu'on est quand même, dans la majorité des cas, sur une vraie reconversion professionnelle. Donc oui, il y a une certification. Mais je voudrais, Alain, qu'on commence avec ce camp d'Émile. Emmenez-nous en quelques secondes visiter. C'est une ancienne tuilerie. C'est une ancienne tuilerie qui a fonctionné jusqu'à 2-3 ans avant la guerre, qui a été victime à ce moment-là des aléas du marché de la tuile et de l'argile à l'époque. Donc beaucoup de tuileries en Europe ont fermé, dont celle du camp d'Émile. Et du coup, certaines de ces tuileries en Europe, dont celle du camp d'Émile, ont été réquisitionnées par l'armée française, en l'occurrence, en 1939, pour interner des ressortissants du Reich, allemands, autrichiens, quelques Tchèques, considérés comme ennemis, alors que ils étaient démocrates et qu'ils s'étaient venus se réfugier dans la République française. Je me permets de souligner ce que vous venez de dire. Vous parlez bien de la France, c'était un camp d'internement sous commandement militaire français. Français, d'ailleurs, toute l'histoire du camp d'Émile est une histoire française, franco-française, je dirais, puisqu'il n'y a jamais eu un uniforme allemand au moment du camp. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles nous avons mis tant de temps à faire émerger ce projet, c'est que la France n'avait pas très envie de regarder ce morceau de son histoire. Oui, et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons pris en main, au bout de 10 ans, 15 ans de bagarre, en vain, nous avons pris en main le projet. Et que, du coup, c'est une fondation et pas les pouvoirs publics qui ont la main sur ce lieu. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci, Mickaël. Merci. On se retrouve demain. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour nous retrouver. Merci à toute l'équipe de School TV. Ciao.